Un catcheur captivant, un innovateur hors pair, une loyauté sans faille et un destin plus que tragique. C'est ce qui nous attend dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous raconte l'histoire d'un des plus grands innovateurs du catch japonais, Monsieur Eiji Ezaki, plus connu sous le nom de Hayabusa. Avant que cette vidéo commence, je tiens à préciser que ma source principale pour cette vidéo a été réalisée par Brett FMW, qui a fait une biographie incroyable de Hayabusa. Donc voilà, c'est un travail fantastique qu'il a fait, ça a été la source principale pour ma vidéo. Donc voilà, allez le suivre, je vous mets les liens dans la description. Eiji Ezaki naît le 29 novembre 1968 à Kumamoto, une petite ville du Japon. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour un sport, le baseball. Ouais, ça a l'air d'être un chemin assez classique au Japon, on commence par le baseball. Il découvre ça avec son père, et le catch vient d'une autre personne de sa famille. Il découvre ça avec son grand-père, et il se passionne notamment pour Mil Mascaras. Passion qui vient notamment du fait qu'il adore son masque. Et son grand-père l'emmène même voir All Japan Women's. Difficile de faire mieux quand même. Malgré cet amour grandissant pour le catch, il reste dans son optique de baseball, et il continue là-dedans, même si, faut l'avouer, il est pas très bon, quoi. On arrive au début des années 80, et il commence à vraiment kiffer le catch. C'est notamment l'émergence des juniors au Japon, avec notamment Tiger Mask à la New Japan, ou un gars qui s'appelle Atsushi Onita chez All Japan. Retenez bien ce nom, on va y revenir. Mais le problème, c'est que Hayabusa, il aime pas trop Onita. Non, lui, il est vraiment Tiger Mask. Onita, c'est pas son délire, quoi. Il reste pas que du côté des juniors heavyweight, il va aussi des côtés des heavyweight, évidemment, avec l'équipe par exemple de Stan Hansen et Brother Brody, de qui il est fan, et aussi il regarde les fédérations américaines, donc WWF, Jim Crockett Promotion ou AWA par exemple. La période scolaire, c'est pas le feu, quoi. Il arrive au lycée et il se fait remarquer pour ses compétences au baseball et son physique. Alors dit comme ça pourrait être positif, mais en fait non. Je vous l'ai dit précédemment, il est pas très bon au baseball, et en fait son problème, c'est qu'il fait 1m80 pour 50 kg, et en fait les autres élèves le harcèlent, quoi. La gentillesse légendaire des lycéens. Après ça, il arrête le baseball, il se lance dans le judo, où il obtient quand même la ceinture noire, beau gosse, et en parallèle, il commence aussi la muscu pour prendre un peu en épaisseur. Arrivé à l'université, il s'entraîne du coup dans la salle de sport du campus, et il entend parler qu'il y a une association de catch qui recrute des élèves pour se produire et faire des spectacles. Le problème, c'est qu'il est pas très à l'aise avec cette idée, surtout que il faut être pas très vêtu, et disons que les dernières années lui ont pas laissé un bon souvenir et un bon a priori sur son physique, donc il hésite, quoi. Il finit par postuler et être accepté avec un certain Masashi Honda, avec qui il deviendra meilleur ami. Et on va largement en reparler, vous allez voir. Après ça, il commence à faire des combats. Alors des combats, c'est un bien grand mot, hein. C'est-à-dire qu'ils veulent placer leur prise, ils affrontent des gars plus âgés. C'est un peu du grand n'importe quoi, quoi. Et surtout, vous imaginez bien quand on dit « ne faites pas ça chez vous », il y a une raison. Et en fait, ils passent leur temps déjà à essayer de faire du catch, c'est une catastrophe. Et en fait, ils se blessent, quoi, logique. Pendant ces 4 ans d'université, ils font pas que ça, ils prennent aussi une habitude, jugez gens si elle est bonne ou mauvaise, de se murger la gueule tous les soirs, vomir et rigoler tous ensemble. On s'amuse. Donc vous imaginez bien, catch plus alcool, les études, c'est le dernier de ses soucis, quoi. On arrive 4 ans plus tard, il a délaissé l'école, il a pas de diplôme, ses parents sont extrêmement mécontents, vous imaginez bien, et ils se disent, soit tu rentres à la maison, soit tu te démerdes, quoi. Pas une période très agréable pour lui, vous imaginez bien, et la lumière va venir de son meilleur ami, donc Masashi Honda, qui va lui dire qu'il veut postuler au dojo de Frontier Martial Arts Wrestling, donc une fédération japonaise qui se trouve du côté de Saitama, pas le Sho, hein, la région du Japon, et en gros il dit à Eiji de venir avec lui. Au début il hésite, parce qu'il a 2 réticences concernant la FMW, c'est déjà le contenu qu'il propose. Ça l'attire pas vraiment du catch. En fait, la FMW, c'est inspiré du shoot wrestling, donc c'est un entre-deux entre le MMA et le catch, avec des matchs en round, etc. Ou sinon, de l'autre côté, ils font des deathmatchs. Et la deuxième réticence qu'il a, c'est que cette fédération a été fondée par un certain Atsushi Onita, le junior, là, qui l'aimait pas trop. Du coup, pour l'instant, il est pas trop chaud, quoi. Finalement, les deux se rendent au dojo, ils passent le test, ils sont 40 à essayer de rentrer au dojo, il y en a 2 qui passent, je vous le donne en 1000, Eiji Ezaki et Masashi Honda. C'est quand même la classe, hein. Tu vas faire un job de rêve avec ton meilleur ami, vous êtes accepté dans un dojo, c'est quand même génial. Là, ils sont pris au dojo, ils vont être sous la direction de Tarzan Goto, qui était l'entraîneur en chef à l'époque, et qui est un vétéran du catch japonais, donc il va pouvoir bien les entraîner, et ils vont pouvoir vivre de leurs rêves. Le retour à la réalité va être assez violent, déjà pour
pour une raison très simple. Ils sont 5 dans le dojo, 5 élèves, il y a 4 chambres. Voilà, sympa, hein. Donc avec Masachi, en fait, ils vont alterner de dormir dans le couloir. Je disais vivre de leur passion, c'est un bien grand mot, hein. C'est-à-dire que au dojo, tu te produis pas sur les shows, donc tu gagnes pas d'argent. Donc il faut aller bosser, quoi. Vous imaginez leur journée à alterner entre entraînement, à se faire martyriser par Tarzan Goto, et après il faut aller bosser quand même pour gagner de l'argent, donc c'est fatigant, quoi. On arrive début mai, du coup 1991, le 5 mai pour être précis, et Eiji Ezaki fait son premier match pour la FMW. Alors il considère pas ça vraiment comme son premier match en fait, parce qu'il était juste là pour installer le ring à la base, et il remplace juste un catcheur blessé en fait. Mais il a quand même débuté ce jour-là en faisant équipe avec Amigo Ultra. On connaîtra plus tard sur le nom de Damian. Pour lui, ses débuts réellement dans le catch ont lieu le 22 juin, sur un show FMW toujours donc, où il affronte Yukihide Ueno, et sur ce show, Masashi Honda aussi fait ses débuts du coup. Et du coup, à ce moment-là, les deux se considèrent réellement entrés dans le monde du catch. Vous imaginez bien, connaissant les Delostick, qu'ils vont vouloir fêter ça, fêter leur début dans le catch. Et ils vont le fêter de manière assez originale, avec l'aide de leur patron, Atsushi Onita. Je vous mets dans le contexte. Vous venez d'avoir votre premier match, vous êtes content, le patron vous dit on va faire de la pub dans des magazines, pour mettre en avant aux gens que vous avez commencé, et pour mettre en avant les nouvelles stars de FMW. Sur le papier, on est bien. Sur le principe, c'est beau. Après, quand votre patron vous dit pour fêter ça, on va faire un shooting photo pour des magazines dans lequel vous allez mettre des pétards dans votre cul, voilà, visiblement on s'amuse bien avec Onita, et c'est comme ça que les fans japonais du coup ont découvert Ezaki et Honda. Après ça, comme c'est coutume au Japon, ils vont beaucoup s'affronter entre eux, du coup dans les ouvertures de show, les Young Lions c'est souvent ça, et du coup ils s'affrontent une première fois en fin juin. Un des premiers matchs importants pour sa carrière, c'est un match le 24 novembre 91 où il affronte ni plus ni moins que l'une de ses plus grandes influences, Sabu. Pour lui c'est important parce que c'est son influence, et en plus il gagne par la même occasion le respect de Sabu et du Chic, son oncle. Donc pour lui, là, c'est tout bénef. Fin d'année, il continue de prendre de l'expérience en bas de la carte, etc., à faire le Young Lion. Quant à lui, Masashi Honda, donc c'est son meilleur pote, déjà d'une, il est renommé Mister Ganusuke, donc le nom sous lequel on le connaît aujourd'hui, et en plus, il commence à se produire un peu plus haut dans la carte avec les main eventers, pour une raison très simple, c'est qu'au Japon, ce qui main event, c'est les heavyweights. Et Masashi Honda est beaucoup plus massif que Ezaki, et son gabarit correspond juste mieux au main event, donc il y arrive plus vite. Début d'année 92, c'est assez stylé quand même pour les deux meilleurs potes. Déjà, ils commencent à faire équipe. Ça, c'est trop stylé. T'as ton meilleur pote, tu fais équipe avec lui dans une équipe qui s'appelle Kyushu Express. Tout simplement parce que les deux viennent de la région de Kyushu. Faut pas aller les chercher beaucoup plus loin. Au cours de l'année, il continue de progresser, comme c'est coutume au Japon. Plus il progresse, plus il a de la personnalité, donc ses cheveux poussent. Il développe son arsenal de prise en y ajoutant notamment par exemple le moonsault, qui fait de la troisième corde, qui n'était pas une prise très très réputée à l'époque, hein. Maintenant tous les catcheurs font un moonsault, mais voilà, c'était pas très réputé, et c'est son finish en fait. Au cours de l'année 92, FMW passe aussi du côté des États-Unis et du Mexique, qui sont pas des belles expériences pour Eiji Ezaki. Il n'en garde pas un très très bon souvenir, et autant vous dire que quand c'était fini, il était très content d'être à la maison. On va faire un petit point gossip. En mai 92, à un show de FMW, il y a une femme qui vient, elle en a rien à foutre du catch, elle accompagne une pote, en étant un petit peu curieuse tout de même, en regardant, qu'est-ce qu'elle allait regarder quand même, en regardant le programme, boum, elle crush sur notre bon vieux Eiji Ezaki. Et là, d'un seul coup, elle est beaucoup plus intéressée par le show, et du coup, elle va venir le voir à la fin des shows, etc., et ils vont commencer une petite relation. Voilà, je referme le point gossip. Jusqu'en septembre 93, du coup, il va continuer de progresser, il va affronter plein de gens, des junior heavyweight, des heavyweight, il fait des superbes matchs, il s'établit vraiment comme une future star de FMW, et même du business entier, en fait. C'est bien beau tout ça, mais il va falloir étoffer un petit peu ce personnage de Eiji Ezaki, un petit peu développer ses capacités, et l'idée vient de Atsushi Onita, qui va choper Ezaki, il va le choper gentiment, hein, au backstage, après son match contre Masato Tanaka le 27 septembre, il va lui dire « Eh ben, tu prends tes affaires et tu vas au Mexique. » Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'en garde pas un merveilleux souvenir du Mexique. Donc imaginez bien que, déjà, il voulait pas y rester quelques jours. S'il lui dit « Bah, tu vas vivre au Mexique », il est pas trop chaud, quoi. Après, il a pas tellement de choix, visiblement, donc il s'exécute.
Après, la légende raconte que la vraie raison de pourquoi il a viré Ezaki, c'est parce que Onita était jaloux, parce que quand il sortait, les filles allaient le voir plutôt lui que Onita. Si c'est vrai, c'est génial. Donc, avant de partir au Mexique, il demande conseil aux catcheurs qui y ont été, et du coup, qui le conseillent sur où aller, que faire, etc. Il se dit surtout un truc, c'est que comme il va catcher au Mexique, il le fera masqué. Il commence du coup à penser à un personnage, et il a une idée assez claire de ce qu'il veut. Il veut un masque inspiré de Henshin Ninja Arashi, qui serait ouvert sur le dessus pour faire passer ses cheveux. Il y aura aussi une ouverture au niveau des yeux pour qu'il puisse se maquiller, et enfin il viendrait au ring avec un espèce de kimono. Un petit point rigolo, c'est qu'il a pas dit tout de suite à sa femme Harumi, j'ai même pas dit son nom tout à l'heure, mais je m'excuse, à sa copine Harumi, il lui a pas dit tout de suite qu'il partait au Mexique. Donc il a attendu la veille. Je suis pas sûr qu'elle l'ait bien pris. Il part donc le 5 octobre 1993 pour rejoindre Tijuana. Il va vivre chez Damian, donc celui avec qui il avait commencé à l'époque. On pourrait se dire qu'une excursion, c'est pas mal, ça apprend un autre style de catch, ça fait beaucoup catcher. Mais le truc, c'est qu'il faut catcher. Je dis ça parce que, en fait, Eiji Izaki, du coup, se rend au Mexique, mais les promoteurs le font pas catcher. Donc en fait, pour développer son personnage et rester affûté, c'est compliqué. Ceci étant dit, ça lui laisse quand même le temps de réfléchir à son personnage, pas au design, mais au nom de son personnage quand même. Dans son idée, en fait, son nom, ça serait en fait un ninja qui se transformerait en oiseau. Enfin voilà, c'est un truc assez classe comme ça. Et il va s'inspirer du nom d'une attraction qui était au Japon à l'époque, Tokyo Summerland. Et l'attraction du coup s'appelle Hayabusa. Petite pause, je l'ai pas dit pendant le tournage, mais évidemment Hayabusa c'est le nom japonais pour les faucons ou les faucons pèlerins. D'où le lien avec le personnage. Voilà. En attendant, il va pas rester à rien faire. Il va donc s'entraîner pour compenser ses lacunes en termes de lucha libre, et il va s'entraîner pas chez n'importe qui, pas chez Gérard au coin de la rue. Non, il va s'entraîner chez Monsieur Rey Mysterio Senior. En s'entraînant chez Rey Mysterio Senior, il rencontre son neveu, Rey Mysterio Junior. Et du coup, là, ils vont s'entraîner ensemble, etc. C'est rien que d'imaginer Hayabusa et Rey Mysterio, ça fait rêver. Son premier match sous les traits de Hayabusa arrive donc en décembre 1993 à Tijuana pour la WWA. Et du coup, il sera avec Damian. Et Damian lui suggère un truc génial. Il lui dit, avant d'aller au show, viens, on prend une photo de Hayabusa quand même. Et du coup, il le fait monter sur une espèce de colline. Et je vous mets l'image, première image connue d'Hayabusa. Et déjà, mais quelle classe! C'est insolent, monsieur. Mais les Mexicains, ils l'ont pas, non, ils l'ont pas pris. Ils lui ont chanté des choses pas très sympas, et première expérience pour Ezaki au Mexique, un peu compliqué, quoi. Début 1994, il va faire une rencontre un peu déterminante. Un certain Ultimo Dragon. Ouais. Un luchador japonais, qui est installé depuis assez longtemps au Mexique, et qui va un petit peu l'aider à s'établir au Mexique. Mais il y a un élément qui va changer toute l'histoire d'Hayabusa, et notamment au Japon, et ça va venir de New Japan Pro Wrestling d'un côté, et de Atsushi Onita de l'autre. New Japan Pro Wrestling organise la première édition de la Super G Cup. Donc c'est un tournoi qui regroupe les meilleurs junior heavyweight du Japon et voire même du monde. Je ne sais pas pourquoi, je vous l'avouerai, mais il y a un représentant de FMW qui va être là. Et Onita insiste pour que ça soit Hayabusa. Hayabusa, au début, il n'est pas spécialement confiant. Déjà, il catche jamais au Mexique, donc il a peur de ne pas être en forme, de pas être rodé, etc. Il a peur de discréditer FMW. À l'époque, Hayabusa n'est pas du tout confiant sur son perso, et il se dit même, du coup, je vais y aller en Hayabusa, comme ça, si jamais c'est de la merde, quand je reviens du côté de FMW, je reprends mon perso de Eiji Izaki. Mais Onita insiste, il insiste, Hayabusa finit par accepter, et heureusement qu'il a accepté. Le show arrive du coup le 15 avril 1994, il affronte l'emblème de New Japan, Monsieur Jushin Thunder Liger. Et là, il fait son entrée, et c'est les débuts d'Hayabusa au Japon. Qu'est-ce qu'il est stylé! Quel connard! C'est fou d'avoir autant de style! Et dès le début du match, le match est fait pour mettre en avant Hayabusa. Il attaque Jushin, il vole dans tous les sens, il domine au début du match, alors, évidemment que au début. Il est là pour show off, il est là pour montrer de quoi il est capable. Il tente des manœuvres, alors il est tente parfois ça passe, parfois ça passe pas. Hein, c'est Hayabusa, hein, il faut s'habituer à y tendre des trucs, et advienne que pourra. Notamment un shooting star press, qui est totalement raté,
comme la moitié de ce qu'il fait dans sa carrière. Je pense que Hayabusa avait un sérieux problème d'évaluation des distances. Il mettait toujours son adversaire trop près de la troisième corde. Et du coup, il part trop loin et il n'y a que ses pieds qui touchent. Ses pieds ont fait beaucoup de manœuvres aériennes. Malgré ça, en 10 minutes, il montre que c'est l'un des meilleurs catcheurs de la planète, des meilleurs voltigeurs de la planète. Il ne gagne pas, évidemment, la hiérarchie est respectée. Thunder Liger gagne, mais il a montré de quoi il était capable. Alors là, il pourra dire merci à New Japan parce que c'est game changer de suite. Il rentre au Mexique après le show, et là, d'un seul coup, boum, ça lui ouvre les portes de CMLL. Ah ouais, quand même. Il suffit d'un match. Ah, comme quoi, il suffit pas grand-chose. Un match chez New Japan, c'est bon, hein. T'es validé. Et du coup, entre mai et août 1994, par le biais d'Ultimo Dragon, évidemment, il rentre chez CMLL, il fait quelques petits matchs. En août 94, il est appelé sur un show FMW. Première fois depuis presque un an qu'il va être du coup sur un show FMW. Et en plus, c'est pour affronter nul autre que son inspiration, Sabu, en 1v1. Et cette fois-ci, du coup, sous les traits de Hayabusa. Vous imaginez bien Sabu contre Hayabusa, c'est un accident de voiture le match. C'est du grand n'importe quoi, mais du grand n'importe quoi trop bien. Attention, ça tente des choses dans tous les sens, ça vole, Sabu, n'importe quoi. Sabu qui met Hayabusa sur une table à l'extérieur du ring pour tenter un 450. Hayabusa l'esquive, il se blesse au dos. Enfin, c'est un match de Sabu, quoi. Évidemment, suite à ça, Hayabusa, du coup, s'impose sur le match. Les deux se serrent la main, etc. Et c'est la première fois que, du coup, Hayabusa gagne un match au Japon. Et en plus, chez lui, chez FMW. En retournant au Mexique, il ne fait pas que s'entraîner au CMLL et se perfectionner, il va aussi s'entraîner chez Ultimo Dragon. Il s'entraîne pas que avec Ultimo Dragon, avec lui il y a Kendo Kashin, Flying Kid Ichihara, qui travaille aussi chez FMW, et un certain Chris Jericho. Dans cet entraînement, du coup, il travaille tout ce qui est mouvement aérien, ils mettent au point avec Jericho la Simon Salt, le Lion Salt, hein, qui deviendra après ça. Hayabusa aussi invente une prise au cours de cet entraînement. Il dit « Ok, je fais des 450, c'est bien, c'est cool, mais ça serait plus fou encore de faire un 450, mais en partant de dos. » Et voilà, le Phoenix Splash est né. Il continue de catcher jusqu'en décembre 94 au CMLL. Il fait équipe avec Ultimo Dragon. Du coup, avec les entraînements, etc., son style de catch devient de plus en plus spectaculaire, mais du coup de plus en plus dangereux aussi. Typiquement, lors d'un match en décembre à l'Arena Mexico, il tente donc son Asai Moonsault vers l'extérieur, sauf que il glisse et il tombe la tête la première sur le ciment. Heureusement, plus de peur que de mal, mais ça aurait pu être bien pire. On arrive en 1995, Hayabusa quitte le Mexique, alors il rentre pas tout de suite au Japon, il va d'abord aux États-Unis, à Tampa en Floride, pour rejoindre un pote de FMW, monsieur Mike Awesome, connu chez FMW sous le nom de Gladiator. Et du coup, ces deux-là discutent de la suite de FMW, parce que là, ils vont revenir chez FMW courant 1995, et actuellement, chez FMW, c'est la tournée d'adieu du patron, Atsushi Onita. Entre janvier et avril 95, il ne va pas rester sans rien faire non plus. Il catch la Florida Wrestling Alliance avec Mike Awesome, entre autres. Et un truc qu'on peut dire, c'est que les Ricains ont autant de vision que les Mexicains, vu que quand il arrive et que les gens le découvrent, ils le huent et ils l'aiment pas, parce qu'ils trouvent ridicule son look. Vous êtes fous! Mais il suffit qu'il monte dans le ring, il fait 2-3 prises, et là, foup, il retourne la salle, et les gens l'adorent. Il a plutôt du succès en Floride, parce qu'il gagne même des titres, genre le Florida Heavyweight, et il apprend même qu'il est sous les radars d'une certaine WWF. Il regarde WWF depuis qu'il est petit, donc c'est un peu un rêve, mais il se dit que rester fidèle à FMW, c'est ce qu'il doit faire, c'est ce qui est le mieux. Il reste donc fidèle à FMW, FMW c'est chez lui, c'est sa famille, c'est son petit bébé, il ne la quittera pas. Et il retourne donc au Japon, courant avril 1995. 20 avril 1995, Hayabusa est de retour à la maison, il est de retour au Japon, et il est là du coup pour préparer et travailler le show anniversaire de la FMW, qui arrivera du coup en mai, et où il affrontera le Gladiator. À son retour, en l'espace de quelques jours, il se passe beaucoup de choses. Déjà de une, il y a des tensions du côté de FMW entre Onita d'un côté et Tarzan Goto. On l'a fait courte, hein. Onita, il se mêle des affaires de Goto, il lui enlève du pouvoir dans la compagnie. Ça plaît pas à Tarzan Goto, il se fait pas respecter en fait tout simplement par Onita. Ce qui déplaît à Mr. Ganosuke, hein, il est encore là lui, parce qu'on manque de respect à son mentor. Du coup, Ganosuke se casse de FMW avec Tarzan Goto et Ishihara. Là on pourrait se dire,
le retour de Hayabusa chez FMW peut être un peu compromis, son meilleur pote et son mentor sont partis, il va peut-être pas vouloir rester. En fait, pour lui, il voit ça plutôt comme une ouverture. Parce que quand Onita part, le choix logique aurait été que la succession et la star de FMW deviennent Tarzan Goto. Et là, il apprend par la direction de FMW que le match de retraite de Onita, prévu le 5 mai du coup pour le choix anniversaire, il affrontera pas l'adversaire qui avait été choisi à la base, il affrontera Hayabusa. La pression doit être légèrement haute, surtout qu'il ne l'affronte pas juste dans un match classique. Non, non, FMW et Onita, c'est des deathmatchs. Donc il va l'affronter dans un... Je lis, parce que les noms de FM, c'est long. Dans un No Rope Barbed Wire Explosion Deathmatch. Vous sentez le truc bien violent qui arrive, quoi. 5 mai 1995, dans un stade de près de 60 000 personnes à Kawasaki, Atsushi Onita affronte Hayabusa pour son match de retraite. Le match en termes de catch pur, on va dire, c'est pas le match du siècle. Vous imaginez bien, et en même temps on n'est pas là pour ça. Mais il y a un climat de fou. Alors ça va pas plaire à tout le monde évidemment, hein. Je fais pas trop mon délire à la base, mais là, je sais pas, il y a une ambiance. Alors il y a le fait que j'aime beaucoup trop Hayabusa, qui joue dans la balance aussi, mais il y a une ambiance, il y a un truc, on sent que c'est un putain de match, quoi. Ils finissent les deux dans un état, et surtout Hayabusa, hein, qui se prend la majeure partie des explosions, et il se fait lacérer le corps. Enfin, je vais vous montrer des photos après, mais il y a des marques atroces. Il revient, super accueil, hein. Le gars... Majoritairement, c'est Onita qui domine le match, il l'envoie dans les trucs, ça explose, il essaye de lui faire des soumissions, Hayabusa n'abandonne pas. Surtout, au moment où ça explose, c'est terrible, Hayabusa il fait un tête première dans la cage qui explose, puis tout explose, il a dû prendre très très cher à ce moment-là. Mais le match n'est pas fini, et évidemment, il y a juste une ambiance de fou, du post-apocalyptique, où il y a de la fumée partout, on voit rien. Onita, il enchaîne les powerbombs, Hayabusa il ne veut pas perdre. Il contre un powerbomb en Rana, compte de 2, Hayabusa se dit « Hey, je suis Hayabusa », hop, il monte sur la cage, moonsault, Hayabusa. Onita esquive le moonsault, il enchaîne des powerbombs, et au bout d'un moment, c'est fini, quoi. Ça fait 74 powerbombs, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Onita gagne, évidemment, il n'allait pas perdre. Monsieur Onita a quelque peu un ego, voilà, qui est souvent le cas quand tu crées ta compagnie et que tu te bookes toi-même. Hayabusa est dans un état, il tient même plus debout, il est emmené en civière. Il lui faut une interview alors qu'il est allongé par terre. Mais voilà, il est de retour, il a montré aux gens qu'il était là, qu'il avait envie et qu'il pouvait représenter FM à la suite du départ de Onita. Même s'il a perdu, il a brillé dans la défaite. Et après, il est hospitalisé évidemment parce qu'il faut bien soigner les blessures au bout d'un moment et surtout les brûlures. Enfin, surtout les brûlures. Il est brûlé et il est blessé. Donc au bout d'un moment, il faut aller à l'hôpital parce qu'il a des marques. Moi, celle qui me fait froid dans le dos à chaque fois, je vous mets la photo évidemment, c'est celle qu'il a sur le thorax. Elle est horrible. Au début, c'est un petit peu timide, les fans ils vont reculons parce qu'ils viennent de perdre Onita qui est une resta sa mère. Déjà, les 60 000 personnes dans un stade, 60 000 personnes pour une compagnie de deathmatch, normalement ça n'existe pas, hein. Mais il fait ses preuves, Hayabusa. Dès que les gens le voient catcher, bah forcément, on ferme sa bouche et on est juste admiratif, c'est tout, voilà. Il introduit aux yeux du public, évidemment, le Phoenix Splash. Donc là, vraiment, il carry FMW sur ses épaules et il va avoir la chance d'arriver au top de FMW le 27 juin 1995, où il affronte Isakatsu Oya pour le titre de FMW Brass Knuckles, qui est le titre suprême, quoi. Laissé vacant du coup par Onita qui avait, oui parce qu'il avait le titre pour son match de retraite, mais évidemment il allait pas perdre donc il l'a laissé vacant. Autant avec Onita c'était un match violent, deathmatch, etc. Mais c'est un peu la force de FMW, c'est qu'il pouvait autant faire ça que des matchs très techniques ou très pourros, avec par exemple les deux là, Isakatsu Oya et Hayabusa qui s'affrontent pour le titre, c'est majoritairement au sol, il n'y a pas d'explosion ou je sais pas quoi, c'est un match de catch classico-classique. Après 25 minutes, Hayabusa l'emporte finalement en mettant en place son nouveau finish,
une nouvelle prise, le Falcon Arrow. Il gagne le titre et tout de suite après, il dit qu'il n'a pas battu la crème de FMW, il doit encore faire ses preuves, donc il rend le titre vacant. Je vais vous parler d'un match qui a eu lieu le 30 juillet 1995. Alors déjà, c'est le premier match entre le Gladiator, donc Mike Awesome, et Hayabusa. Je vous parle de ce match notamment parce que c'est la première fois qu'ils s'affrontent, et deuxièmement, parce qu'on n'est pas passé loin de la catastrophe pendant ce match. Au cours de ce match, du coup, Hayabusa est sur la 3ème corde, il part pour son Shooting Star Press, sauf qu'il arrive la tête la première sur Mike Awesome, l'angle de son corps est terrifiant à voir. En atterrissant du coup sur Mike Awesome, il a reçu une décharge électrique du coup dans le cou et dans la poitrine, et il s'est ouvert la lèvre. Plus de peur que de mal, il peut quand même continuer le match, mais on est quand même, encore une fois, pas passé loin de la catastrophe. Le match continue, Awesome place son kamikaze Awesome Bomb, et c'est terminé. Mike Awesome, enfin le gladiateur remporte le match. Après le match, bien heureusement, il va à l'hôpital, et les médecins lui disent qu'il va falloir qu'il se repose un jour. Et pas quelques semaines, on est sur plusieurs mois, parce que son corps est déjà très très fatigué. Et évidemment, alors ça va être récurrent ça, dans l'histoire aussi, Hayabusa refuse, parce qu'il y a un tournoi pour décerner le prochain champion, et il veut y participer, donc il n'écoute pas les docteurs, et il continue de se produire avec FMW. Surtout que c'est une fédération japonaise, hein, donc c'est pas un petit show hebdomadaire de temps en temps à la télé, voilà. Non, là ils sont en tournée, c'est des shows tous les 2-3 jours, avec le style FMW. Vous imaginez bien que pour les cordes et catcheurs, c'est rude quoi. Pendant le tournoi, il affronte le Gladiator pour une seconde fois, et là il le bat, pour la première fois de sa carrière, et c'est ces deux-là justement qui vont aller en finale au Korakuen Hall pour couronner un nouveau champion, FMW Brass Knuckles. La finale a donc lieu le 26 septembre 1995 au Korakuen Hall, et en main event, Gladiator et Hayabusa s'affrontent pour le titre FMW Brass Knuckles. Et après 23 minutes d'un match très disputé, le Gladiator est mis sur la 3ème corde par Hayabusa. Quelle erreur. Le Gladiator le chope au haut des cordes, kamikaze, Awesome Bomb, 1, 2, 3, terminé. Gladiator est le nouveau champion FMW Brass Knuckles. C'est pas grave, ce sera la prochaine fois. Il lui dit au micro, ils se serrent la main, ils se font un câlin, et malheureusement, Hayabusa a échoué. Il ne prend pas de repos, évidemment, il est blessé depuis plus de 3 mois, il est tellement en souffrance, et là c'est terrible dans la vraie là, tellement en souffrance qu'il n'arrive même pas à dormir, et le seul moyen qu'il a de redormir, c'est de boire tellement qu'il s'endort en fait. Le point culminant de cette histoire arrive en fin 95, où déjà son corps est en pièces, mais là ça va trop loin, c'est-à-dire que là il se rompt le triceps et il se blesse à un œil. Donc là au bout d'un moment on peut plus continuer quoi. Donc là c'est carrément la direction de FMW qui va le voir et dit « Frère, arrête, stop, on t'oblige maintenant à t'arrêter. C'est tout. » Donc en janvier 96, il fait des analyses. Il souffre donc d'une rupture du triceps, lésion du ligament du genou gauche, entorse du genou droit, entorse à l'épaule gauche, paralysie dans l'œil gauche, entorse du doigt et des glaucomes traumatiques. Rien que ça. Je pense qu'on peut aisément dire qu'il a bien fait de s'arrêter un petit peu. Un truc pervers aussi dans cette histoire avec la FMW et Hayabusa, c'est que à chaque fois qu'il s'absente ne serait-ce que 3 secondes, soit ça spécule sur le fait qu'il parte, soit il y a des rumeurs qui partent, comme notamment, quand il est hospitalisé, des rumeurs sur le fait que Atsushi Onita reviendrait, sortirait de sa retraite, du coup pour compenser l'absence d'Hayabusa et remplir les salles. Imaginez quand même dans l'état où il est. Hein. Il est hospitalisé et blessé, c'est une dinguerie. Il peut pas être là et du coup il culpabilise. Et en plus, il y a des rumeurs comme quoi la méga star reviendrait parce qu'il assure pas. Là, en termes de santé mentale et santé physique, là je pense que c'est compliqué. Malgré son état, il revient en mars 96, alors pas pour catcher, c'est déjà ça. Il vient juste aider Masato Tanaka qui se faisait attaquer par un Mister Pogo et d'autres gens, entre autres. Et en gros, il défie Mister Pogo pour le show anniversaire qui arrive en mai, où il fera équipe avec Masato Tanaka contre, du coup, Mister Pogo et un partenaire de son choix. Et évidemment, c'est le show anniversaire de FMW, ça va être violent, donc le match ne sera pas qu'un simple tag team, bien sûr que non, ce serait trop facile. C'est un No Rope Barbed Wire Exploding Death Match. Le show arrive et dans le main event, Hayabusa et Masato Tanaka affrontent donc Mister Pogo et Terry Funk. Et évidemment, la légende du hardcore est là, à 52 ans, il est là pour faire des dingueries encore et toujours, et là, ça en fait partie, c'est d'une violence. Donc, on reprend le compte, il y a donc des barbelés, des explosions,
Et une petite nouveauté importée par Mister Pogo qui en raffole et Terry Funk aussi, cracher du feu. Pas juste cracher du feu à son entrée comme Ricky Steamboat. Non, 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 non. Cracher du feu dans la gueule d'Hayabusa. Bah sinon c'est pas drôle. Je vous rappelle, il n'est pas totalement remis de blessure. Il se fait attaquer par du feu, des explosions, du barbelé. Calmez-vous. Donc Masato Tanaka, Hayabusa perd le match. Hayabusa prend un powerbomb et c'est terminé. Après ça, bien heureusement, il est hospitalisé une nouvelle fois parce que Hayabusa ne fait pas les choses à moitié. Il revient, il se déchire le bras, il se déchire l'abdomen, il va avoir des points de suture, je crois 100 points de suture. Bien heureusement, après ça, il prend quand même du repos. Jusqu'en août, il est off. Il revient en août 96, pas tout à fait remis de ses blessures, mais on est sur le bon chemin. Il va feud tout le reste de l'année avec un groupe monté par Terry Funk, qui s'appelle FMW, techniquement c'est Funk Masters of Wrestling. En gros, ils disent que c'est eux la vraie FMW, et ils affrontent la team FMW. On arrive donc en 1997, et deux personnes font leur retour chez FMW, Mr. Ganosuke et Ashihara. Et ouais, le meilleur pote est de retour après être parti en avril 95. Ils sont peut-être de retour du coup pour défendre FMW contre cette invasion des Américains, les Funk Masters of Wrestling. Évidemment que non, ils s'allient avec eux, sinon c'est pas drôle. À partir de mars 97, il y a un partenariat historique qui est mis en place et qui va créer de merveilleuses choses. FMW s'allie avec All Japan Pro Wrestling, et ça va donner des matchs de fou, mais on y reviendra. Deuxième point gossip, on suit l'histoire entre Harumi et Eiji, ils se marient, eh oui, les petits tourtereaux se marient le 7 avril 1997, voilà, on leur souhaite que du bonheur. La rivalité entre les Funk et les FMW continue, notamment entre Hayabusa et Ganosuke. Cette rivalité est très très chaude, c'est la rivalité du moment, et notamment le 29 avril 97, où les deux s'affrontent dans un R versus masque match, donc un match cheveux contre masque pour les non-anglophones. Hayabusa remporte le match, et du coup, en théorie, Ganosuke devrait se couper les cheveux, mais Hayabusa prend le micro, il veut quand même sauver son meilleur pote de cette perte de cheveux qui serait terrible. Il lui dit, honnêtement, je préférerais que tu quittes Funk et que tu t'excuses auprès des fans plutôt que tu coupes tes cheveux. Donc viens, on se serre la main. Il fait mine d'accepter, le bon Ganosuke, mais non, non, on va te faire foutre, je t'attaque, et en plus je veux te cramer du feu à la gueule. L'influence de Terry Funk est terrible. Mais bien heureusement, il est sauvé par son copain Shinsei Shinsaki, qui repousse Ganosuke, qui voulait totalement brûler Hayabusa. Ce n'est pas très sympathique de brûler son meilleur ami. Entre septembre et décembre 97, Hayabusa, souvent en équipe avec Shinsei Shinsaki, mais pas que, il croise la route de tellement de bangers. Globalement, cette période, on dirait moi qui book des Dream Match sur TW, c'est je mets tous les meilleurs ensemble et je leur dis, allez, faites un match. Il fait équipe et ou affronte Misawa, Kobashi, Kawada, Junakiyama. En décembre, il participe à la World Tag League avec Shinzaki. Enfin, si vous voulez voir des matchs tag fous avec Hayabusa, All Japan Pro Wrestling, je crois qu'il y a tout sur YouTube. Vraiment, régalez-vous. Revenons chez FMW. La rivalité avec les Funk, là, les cracheurs de feu, est finie. On va pouvoir passer à autre chose. Ah bah non, un nouveau groupe de méchants est habillé en noir et blanc et est là pour faire régner la terreur. Je ne parle pas de cela, dont je parle d'un groupe qui s'appelle Zen, l'idée par nul autre que Asushi Onita. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais il est sorti de sa retraite en novembre 96. Donc en fait, les rumeurs étaient vraies. Troisième point gossip de la vidéo, 19 octobre 97, Madame Harumi Ezaki donne naissance à une fille prénommée Ayane. Malheureusement, notre cher Hayabusa rate la naissance parce qu'il est en tournée avec FMW. C'est con. Le 22 décembre, au Korakuen Hall est organisé un match qui est un bordel sans nom, comme d'habitude. Donc c'est un match trio. D'un côté, on a Hayabusa, Shinsaki et Tanaka qui affrontent Onita, Kanemura et Ganosuke dans un match qui s'appelle Scramble Bunkhouse Cage War Games. Globalement, c'est un War Games un peu plus violent, parce qu'en gros, ils arrivent à tour de rôle. Bon, c'est assez rapide pour que tout le monde arrive, du coup. Mais dans la cage, il y a des échelles, il y a des battes de baseball, il y a des menottes. C'est violent, c'est FMW, quoi. Pour finir le match, Hayabusa, évidemment, va faire un moonsault du haut de la cage sur Onita pour remporter la victoire. Dès le début de l'année 98, Ganosuke remporte le titre suprême en battant Masato Tanaka, et du coup, un tournoi va être organisé
pour déterminer son nouveau challenger numéro 1. Le tournoi débute en mars. Premier tour, Hayabusa affronte son pote Masato Tanaka dans un match très très cool. Souvent les matchs entre les deux sont très très cool. Il le bat avec un Falcon Arrow, ils se font un câlin. Par la suite, il bat donc le pote de Ganosuke, Jado, en demi-finale, et il finira par vaincre en finale le Gladiator pour aller affronter nul autre que son meilleur ami, meilleur ennemi, Ganosuke, le 30 avril. Avant ça, le 17 avril, avec Masato Tanaka, il remporte les titres tag team. On arrive le 30 avril 1998, le match que tout le monde attend, les meilleurs potes se foutent sur la gueule. Hayabusa challenge Mr. Ganosuke pour le titre, alors c'est plus Brass Knuckles maintenant, c'est double champion, ils appellent ça, parce qu'il y a une ceinture qui s'est rajoutée, enfin, pour le titre suprême de FMW. Première chance au titre pour Hayabusa depuis près de 2 ans et demi, devant plus de 6000 personnes, et c'est diffusé en pay-per-view, c'est vraiment un gros show, le gros match, et là, il va falloir assurer. Bon, malheureusement, ça tourne mal très vite, alors pas pour Hayabusa, mais pour Ganosuke. En fait, sur un dropkick d'Hayabusa, le genou de Ganosuke, il a dit « Salut, je pars en vacances », et voilà. Donc même pas 5 minutes de match, et Ganosuke a déjà une jambe en moins. Le match dure quand même 22 minutes, hein, donc c'est vraiment admirable de la part de Ganosuke de combattre malgré la douleur. Et quand tu regardes le match en sachant qu'il s'est blessé à ce moment-là, et que tu vois Hayabusa passer tout le match à lui martyriser la jambe, t'es en mode « Ah oui, quand même ». Bon, après lui avoir bien martyrisé la jambe, Hayabusa remporte le match avec un Phoenix Splash parfait. Pour une fois, c'est pas il y a son pied qui a touché, pour une fois c'est parfait. Hayabusa, il est au top de FMW, là. Il est champion suprême, il est champion tag team. Il va défendre les 2 titres. Hein. Vraiment, il est là, il charbonne. Notamment le 19 mai 98, où il affronte Masato Tanaka au Korakuen Hall, dans un des matchs qui est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs matchs de l'histoire de FMW. Pas mal. Le restant de l'année, du coup, il défend le titre suprême de FMW 4 fois, entre juin et octobre. Le règne d'Hayabusa va s'arrêter donc le 20 novembre 98, quand il affronte Kodo Fuyuki de la team No Respect. Après 6 défenses de titre et un match sous haute tension, Hayabusa tente un Phoenix Splash qui est esquivé, Fuyuki enchaîne des lariats, et c'est terminé. Hayabusa a perdu le titre. L'année 1999 commence en tag pour Hayabusa, avec son pote Shinsei Shinsaki, d'abord chez All Japan Pro Wrestling, où il remporte les titres tag le 16 février. Bon, ils les défendent pas beaucoup, ils les défendent une fois chez FM contre Tanaka et Kuruda, et après, en fait, ils vont les perdre en juin contre Omori et Takayama. Chez FMW, on reste dans la division tag team. Il y a un tournoi qui est organisé en avril et en mai pour couronner des nouveaux champions tag team, parce que les titres étaient vacants. Et ils participent au tournoi, alors non pas avec Shinsaki cette fois-ci, mais avec Kodo Fuyuki, son ancien rival. Ils finissent premiers de leur bloc, mais ils perdent en finale contre Tanaka et Kuroda. Et après le match, Fuyuki attaque Hayabusa. Vous les attendez, 4e point gossip, le 10 mai 99, Madame Harumi Ezaki donne naissance à une fille prénommée Shi, je sais pas comment ça se dit. Et cette fois-ci, Hayabusa est présent. Mais il va vite repartir en tournée, mais au moins il était là. Au cours de l'année 99, il commence à se remettre en question. Alors pas lui personnellement, mais plutôt son style de catch, on va dire. Parce que comme je vous l'ai dit, il est souvent blessé, etc. Et à ce moment-là, en 99, il a seulement 30 ans. Mais il est cassé de partout. Du coup, au cours de l'année, il commence à réfléchir à un nouveau personnage. Alors, ce que ça implique forcément, c'est qu'il va devoir changer de look et de nom, pour vraiment casser ce lien avec Hayabusa. Du coup, il enlève son masque, son nouveau nom, c'est juste H, maintenant. Et en fait, le truc, c'est qu'en japonais, ça se dit Eichi, et c'est quasiment pareil que son prénom, Eiji. Donc c'est pour ça qu'il prend ça. Il est pas bête, hein. En termes de look aussi, ça change, il vient plus avec un pantalon inspiré de Sabu. Maintenant, il viendra en short en jean déchiré. Il va se faire un nouveau tatouage sur le pec, et il aura les cheveux décolorés. Perso, même comme ça, je le trouve méga stylé. C'est plus du tout Hayabusa, c'est Eichi, mais il est trop classe. Du coup, se met en place ce changement de personnage, et ces 2 derniers matchs en tant que Hayabusa arriveront le 23 et le 25 août 1999. Et c'est pas des petits matchs, hein. Je veux dire, le match du 23 août contre Kanemura, c'est pour le titre suprême. Et ça va plutôt bien se passer pour Hayabusa, parce qu'après un 450 Splash, enfin Firebird Splash, comme il l'appelle lui, bah en fait il remporte le titre pour la 3e fois de sa carrière. Et le dernier match arrive, le 25 août 1999, Hayabusa affronte Mr. Ganosuke. Le titre suprême est donc en jeu, les deux ils vont de bon cœur comme d'habitude, le match est cool. Au bout d'un moment, il y a Ganosuke qui place Hayabusa sur ses épaules en haut de la 3e corde, et il lui place une sorte de air raid crash, mais sans lui tenir la tête, c'est assez terrifiant. Après ça, Hayabusa il enchaîne, il fait un Phoenix Splash où Ganosuke était
Bien évidemment trop près, hein, on reste Hayabusa tout de même. Enchaîné de 2 Falcon Arrow, et c'est fini. 1, 2, 3. Hayabusa reste champion du monde pour son dernier match en tant que Hayabusa. Après le match, Ganouski, en tant que mauvais perdant évidemment, va attaquer Hayabusa, il va lui découper son masque et son fut pour vraiment montrer que c'est fini de Hayabusa. Ne vous étonnez pas si on ne reparle pas du règne d'Hayabusa dans la suite de la vidéo. C'est juste qu'à ce moment-là, le booking s'est fait par Kodo Fuyuki et il a totalement pété un plomb. En gros, il voulait renommer FMW World Entertainment Wrestling parce qu'il voulait changer de point de vue et faire plus du divertissement sportif que du deathmatch, ce qui s'entend pour la santé de ses catcheurs, jusqu'à là ça va. Mais carrément, il voulait renommer la compagnie. On lui a dit, bah non du coup. Mais il va quand même implanter ce nom WEW en introduisant un nouveau titre, donc le WEW Heavyweight, donc en dégageant l'ancien titre. C'est-à-dire qu'il retire le titre d'Hayabusa parce que le titre techniquement n'existe plus, et en l'introduisant, il se couronne champion tout seul. Mais si vous voulez en apprendre plus sur ce changement de direction de FMW vers WEW, je vous mets la vidéo de Cultaholic dans la description. Bon, c'est en anglais, mais en gros, c'est l'histoire de FMW, et du coup, c'est bien expliqué là-dedans. Donc, je rentre pas dans les détails. Dans une histoire un peu rocambolesque, il va falloir suivre. Donc, la rivalité entre Ganouske et Ash, maintenant, continue. Mais la petite subtilité, c'est que Ash, ayant abandonné le personnage d'Hayabusa, Ganouske, entre-temps, est devenu Hayabusa. Fuyuki, Vince Russo, c'est à peu près en même temps, je pense que FMW regarde un peu trop le catch américain. Donc Ash défie Hayabusa, déjà cette phrase est folle, dans un match qui s'appelle Rikifuji Anus Explosion Match. Là, je tire mon chapeau parce qu'il fallait avoir l'idée. Après, en même temps, si on se rappelle de ce que j'ai dit au début de la vidéo, Ganouske et Hayabusa sont pas étrangers de cette pratique. Le match a lieu le 29 octobre. Ganouske, en Hayabusa, du coup, gagne le match par, vous avez compris comment il a gagné. Plus tard dans le show, attention, accrochez-vous, plus tard dans le show, Ash attaque Ganouske qui était revenu en tant que Ganouske, pas en Hayabusa. Et du coup, cette rivalité va atteindre un sommet le 23 novembre 1999. Les deux meilleurs amis se retrouvent dans le main event à Yokohama, Ash contre Hayabusa. Et là, quand j'ai découvert ça, ça n'avait aucun sens pour moi. J'ai même pas essayé de chercher pourquoi il était là. Je parle bien évidemment de l'arbitre spécial de ce match, Shawn Michaels. Michaels, il veut juste faire respecter les règles, bon voilà. Ganouske, je sais pas, il lui met des coups de chaise et tout, bah Michaels, au bout d'un moment, il lui met un super kick, logique, et après le match redevient normal. Ah oui, après le super kick, Michaels veut enlever le masque d'Hayabusa, sauf que Ash l'en empêche, pour qu'ensuite Hayabusa l'enlève de lui-même, et oh, surprise, c'était Ganouske. Le match se termine au moment où Ash, du coup, place un Phoenix Splash sur Ganouske, avec que les pieds qui touchent, évidemment, ça reste comme avec Hayabusa. Et après le match, en gros, ils se réconcilient, ils sont un câlin, ils sont recopains, voilà, c'est tout beau, c'est tout mignon. Et dès le 1er décembre, en fait, ils font équipe pour aller affronter les champions Kuroda et Oya, et par la même occasion, ils gagnent les titres, voilà. Première fois depuis 93 où ils font équipe et ils gagnent les titres direct. Stylé. On arrive en février 2000, et il y a un constat qui est clair chez FMW, il y a des problèmes. Le public est moins au rendez-vous, parce que il manque quelqu'un. Évidemment, ce quelqu'un, c'est Hayabusa. En fait, tout la FMW repose sur le fait qu'il est là. Donc forcément, s'il n'est pas là, même si le perso de Ash est très cool, mais déjà le booking lui a pas rendu service, et forcément, c'est pas Hayabusa. Donc malheureusement, le personnage de Ash, enfin Heichi, n'a pas marché comme il voudrait, ou pas assez, et du coup, va falloir faire revenir Hayabusa. Le 11 avril 2000, au Korakuen Hall, Ash et Ganouske affrontent les représentants de ECW Japan, Balls Mahoney et Masato Tanaka. En faisant son entrée, Ash se fait directement attaquer par Balls Mahoney, qui va le laisser inconscient, et du coup va être ramené au vestiaire dès le début du match. Pour ceux qui ont l'habitude du booking dans le catch, vous savez exactement vers quoi on va. Ganouske est en 1v2 pendant presque tout le match. À la fin du match, Ash revient, mais cette fois-ci habillé en Hayabusa. Malgré ça, Tanaka le bat quand même. Il prend le pin quand même, on s'en fout. Hayabusa n'est pas protégé, il revient, il perd. Allez hop. Après le match, Hayabusa challenge Masato Tanaka pour un match le 5 mai, au show anniversaire, et il sera du coup en Hayabusa pour le match. Hayabusa et Masato Tanaka se retrouvent donc dans le main event du show anniversaire. Point à noter, avant le match, il y a Jinsei Shinsaki,
le pote de Hayabusa, qui vient et s'installe au premier rang pour regarder le match. Le match entre les deux est très cool, comme souvent, entre les deux, ils ont une super chimie, ça enchaîne les gros moves, il y a des powerbombs à travers une table, il y a une souplesse de Tanaka sur Hayabusa où il tombe directement sur la tête, celle-là elle est pas jolie à voir. Et Hayabusa raconte même qu'au moment où il prend la chute sur la tête, il sentait plus son corps pendant 2 petites secondes. Ça doit être terrifiant quand même. Bien heureusement, il arrive à continuer le match et il finit par s'imposer avec son Ash Thunder. Après le match, il retire son masque, il remercie les fans et il challenge le champion Fuyuki pour le titre WEW. Le 22 juillet, c'est le dernier match de Hayabusa en tant que Heichi. Le lendemain, direct, 23 juillet, il revient en tant que Hayabusa. Dans ce même show du 23 juillet, Hayabusa a une chance pour le titre de Fuyuki, sauf que, petit booking sympathique de Fuyuki, avant de l'affronter, il doit battre 7 membres de son clan. Alors je vous rassure, les matchs durent même pas 3 minutes à chaque fois, pour qu'au final, à la fin, Hayabusa perde, en moins de 10 minutes, je crois. Après, il n'a pas perdu clean, c'est justement son pote Shinsaki qui l'a attaqué et qui l'a du coup trahi par la même occasion. Une revanche est organisée le 21 septembre dans un, attention vous les attendez, ça faisait longtemps, une appellation FMW dans un 15 000 volts Thunderbolt Catch Death Match. Ce match-là n'est pas pour le titre de champion, du coup Hayabusa gagne, après un 450. Et il affrontera du coup Fuyuki 5 jours plus tard pour son titre. Il est pas fou le Fuyuki, hein. Il se fait perdre, mais quand c'est pas pour le titre. Le match est organisé du coup au Korakuen Hall dans une stipulation qui est assez rare au Japon, je crois que c'était l'une des premières fois, dans un Ironman match de 60 minutes. Je rappelle la règle pour ceux qui ne sauraient pas, le but c'est d'avoir le plus de points à la fin des 60 minutes en faisant des tombées, des décomptes à l'extérieur, des soumissions, etc. Comme souvent dans ce style de match, évidemment il faut tenir 1 heure, donc les 20 premières minutes, c'est beaucoup du catch au sol, ça prend son temps, ça pose un contexte. Évidemment qu'on va pas rusher de suite, il y a 1 heure à faire. Et en vrai, le match est plutôt cool, hein. Il y a des prises de risque aériennes d'Hayabusa, il y a des gros coups de Fuyuki, il y a des grosses lariats, il y a des grosses prises. Et à la fin du temps, donc après les 60 minutes, il y a égalité, il y a 3-3. Bon là, on va se dire, bah ils vont faire une mort subite. Ah non, 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 il y a 3-3, égalité, terminé. C'est dommage. Après, en même temps, c'était pour préparer la revanche, encore une fois, le 12 novembre à Yokohama. Avant d'arriver au show début novembre, Hayabusa annonce courant octobre qu'en fait il est blessé au bras. Avec toutes ces dingueries, en fait il s'est flingué les bras et il va devoir subir une opération des 2 bras et elle aura lieu du coup après le match du 12 novembre contre Fuyuki. On arrive le 12 novembre 1999, le match a lieu à Yokohama. Au vu des dernières annonces d'Hayabusa, on imagine le résultat. Quoique Fuyuki, fou comme il est, c'est possible qu'il nous fasse une dinguerie de Hayabusa gagne et hop, il doit partir en réparation. En réparation, ouais. Comme il doit partir se soigner, bah en fait, il lui retire le titre et il se le remet à lui. Comme ça, il a perdu. Hayabusa a eu son petit moment de gloire, mais il est quand même champion. Eh, je devrais être booker. Moi. Il part donc se faire opérer des 2 bras et sa convalescence va durer jusqu'en mai 2001, où il va revenir pour le 12e show anniversaire de FMW. Évidemment, c'est le show anniversaire de FMW, donc on revient aux sources, plus ou moins. Il va faire équipe avec le Great Sasuke, contre Mr. Ganosuke et Kuruda, dans un match qui s'appelle Exploding 15 000 volts Thunderbolt Octagon Cage Death Match. Le match est violent, ça explose dans tous les sens. Hayabusa finit par remporter le match en plaçant son Uranage sur Ganosuke. Dès le 22 mai, il a une nouvelle chance pour le titre WEW Heavyweight, détenu par Kuruda, et il l'affronte dans un Barbed Wire Double Hell Death Match. Et comme arbitre spécial, il y a Kodo Fuyuki. Jamais très loin, lui. Après des explosions, après une intervention de Ganosuke, après avoir résisté à des finishes de part et d'autre, Hayabusa va finir par remporter le match. Il place donc son 450 Splash enseigné de son Ash Thunder, et il est couronné pour la première fois champion WEW. Le titre, à ce moment-là, il va faire un peu yo-yo. C'est-à-dire qu'il le défend une première fois en juillet contre Mammoth Sasaki, pour ensuite le perdre en août contre Kanemura, pour ensuite le récupérer 1 mois plus tard, pour commencer son 2e règne en tant que champion. Dans la foulée, 4 jours plus tard, il remporte le titre trio. Le 9 octobre, il remporte les titres tag. Et donc là, si on fait les comptes, Hayabusa, il peut pas être plus haut dans la compagnie. C'est-à-dire qu'il a tous les titres, limite, de la compagnie. Si on avait un doute sur qui est le boss de FMW à ce moment-là, on a la réponse. On est en octobre 2001 et l'ambiance va radicalement changer. Comme à son habitude, Hayabusa catch blessé, il accumule les blessures, mais il reste présent parce qu'il sait que la survie de FMW dépend entièrement du fait qu'il soit là ou pas là. À ce moment-là, FMW est en tournée, c'est-à-dire qu'ils ont enchaîné les shows, et là, ce sera le dernier show à Tokyo, le 22 octobre. Hayabusa est exténué, mais il sait une chose, c'est que c'est le dernier show de la tournée, et après ce show,
il pourra enfin se reposer. Avant ce dernier show, son état est plus qu'alarmant. C'est-à-dire qu'il est blessé aux épaules, aux coudes, aux genoux, à la nuque, et en plus, cerise sur le pompon, il a une fièvre de ouf. 22 octobre 2001, le dernier show de la tournée arrive. Hayabusa affronte Mammoth Sasaki dans le main event. Ça me fait toujours bizarre d'en parler parce qu'il y a une sorte de mystique autour de ce match, et elle est terrible. Je vous explique. En gros, juste avant le match, il y a un espèce d'angle qui est filmé. Hayabusa est dans les vestiaires en train de se préparer pour son match, et il est interpellé par quelqu'un. Une voix assez mystérieuse, qui est peut-être une sorte de démon ou quoi que ce soit, et qui lui dit quelque chose de terrifiant quand on sait ce qui arrive 15 minutes après. Il lui dit grosso modo qu'il est maudit, tout comme FMW, et que même s'il continue à se battre, sa carrière sera finie dans moins de 2 ans. Il dit ça, le plan change vers Hayabusa qui veut aller voir le démon a disparu, et le match va commencer. Hayabusa et Sasaki se retrouvent donc dans le main event, et vous imaginez dans quel état est Hayabusa, et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Je dis ça parce qu'en regardant sa carrière, ce qu'on vient de faire, on voit qu'à beaucoup de moments dans sa vie, il est passé à ça, de la catastrophe. Donc, malheureusement, au bout d'un moment, ça pète, quoi. Au bout d'une dizaine de minutes, Hayabusa part pour son enchaînement fétiche, un enchaînement qu'il fait dans quasi tous les matchs, un springboard cross-screw senton enchaîné d'un Asai moonsault. Le premier mouvement passe, mais en partant pour son Asai moonsault, ses pieds glissent de la deuxième corde, il part pas comme il faut, il tente quand même de faire le move, sauf qu'il tombe directement sur la tête, et c'était la chute de trop. À partir de là, les images sont terrifiantes. Hayabusa ne peut plus bouger, il ne sent plus son corps, il a du mal à respirer, c'est terminé. Malgré ça, Hayabusa demande le micro, il s'excuse auprès des fans, il leur dit qu'il reviendra, peu importe le temps qu'il faudra, et qu'il ne faut pas abandonner FMW, cette fédération qu'il aime tant. Il est donc emmené à l'hôpital, on lui annonce qu'il a 2 vertèbres fracturées, et que si ça ne se résout pas dans les prochains mois, il risque de rester comme ça toute sa vie. Plus de ça, une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule, quand il est à l'hôpital, il chope des bactéries, il a des maladies, genre une pneumonie, il doit se faire opérer à cœur ouvert, enfin, là son corps, il l'abandonne, quoi. Et les mauvaises nouvelles s'enchaînant, il apprend en février 2002 que FMW a déposé le bilan. Par choix, j'ai préféré pour cette vidéo m'étendre sur sa carrière en tant que catcheur et pas sur son après et son hospitalisation, etc. Donc je vais faire très court sur ça, mais si vous voulez en apprendre plus sur son hospitalisation et l'après, je vous mets un lien dans la description. Malgré ça, son amour du catch est toujours là et il reste toujours engagé dans des fédérations, il fait beaucoup d'apparitions publiques, comme notamment en juillet 2002, quand M. Ganosuke et Shinsei Shinzaki, accompagnés de Hayabusa en tant que représentants, etc., annoncent la création d'une nouvelle fédération. La compagnie s'appelle Wrestling Marvelous Future, c'est FMW à l'envers, en gros, et c'était la première fois que Hayabusa réapparaissait en public après être paralysé. Il participe au show de lancement de la fédération le 28 août 2002, et pour la première fois depuis octobre 2001, il se tient debout. Alors, avec de l'aide, évidemment, mais c'est encourageant pour la suite. La seule ambition d'Hayabusa, c'est de pouvoir remarcher un jour. Il a une abnégation sans faille. Il veut pouvoir marcher, et pour ça, il va consacrer l'entièreté de son temps à sa rééducation. Il quitte enfin l'hôpital en mars 2003, après plus de 500 jours d'hospitalisation, et il va pouvoir retrouver sa femme et ses filles chez lui. Seul bémol, c'est que la relation avec sa femme est de plus en plus compliquée, et courant 2004, ils se séparent, et Hayabusa du coup vit maintenant tout seul dans un petit appartement. Je fais une grosse ellipse de 10 ans à ce moment-là, si vous voulez voir ce qui s'est passé pendant ces 10 ans, le lien est dans la description, comme je vous ai dit, et du coup là on arrive en 2015. 5 août 2015, un show est organisé au Korakuen Hall, alors c'est pas vraiment un show, c'est une émission pour le Téléthon, et en fait il y a Hayabusa qui participe avec plein d'autres catcheurs japonais, dont Ganosuke, son meilleur pote, et ses 2 filles, Ayane et Shi. Pendant cette émission, il y a une espèce de cérémonie de retraite qui est organisée pour Hayabusa. Alors c'est pas vraiment une cérémonie de retraite, même s'ils font sonner les 10 coups de cloche rituels quand les gens partent à la retraite au Japon, mais il voit plus ça comme un renouveau, et il a toujours cette envie de revenir dans le ring. Le 26 février 2016, Hayabusa est présent pour un show de Super Battle FMW, qui est un reboot de la FMW originale, et dans ce show, il fait un discours au début. Je vous parle de show pour 2 raisons. Premièrement, parce que ça a une symbolique assez forte. Il y a 25 ans, le 26 février 91, Hayabusa rentrait pour la première fois au Korakuen Hall. Enfin, il catchait pas, il montait le ring et il aidait à la préparation de FMW.
Et deuxièmement, je vous en parle parce que c'est la dernière apparition publique d'Hayabusa. 3 mars 2016, Eiji Ezaki est retrouvé mort dans son appartement à 47 ans après avoir subi une hémorragie cérébrale. Et c'est ainsi que se termine la vie de Eiji Ezaki, l'un des destins les plus tragiques de l'histoire du catch. Après sa mort, un nombre incalculable de gens, de catcheurs vont lui rendre hommage. Sabu va venir dans un match habillé en Hayabusa pour lui rendre hommage, qui en plus Sabu était son inspiration, donc c'est magnifique. Évidemment, des cérémonies sont organisées avec son meilleur ami, ses 2 filles. Il y a même un espèce de mémorial qui est installé à un moment donné au Korakuen Hall. Je voulais finir cette vidéo en parlant de l'héritage d'Hayabusa, tant cet homme a innové dans le ring, tant il a inspiré des générations et des générations de catcheurs après lui, à l'instar typiquement de Will Ospreay, qui lui a rendu hommage plus d'une fois. Son héritage vit notamment par les prises qu'il a inventées, évidemment, typiquement le Falcon Arrow, le Phoenix Splash, la Simon Saut, etc., qui sont maintenant dans l'arsenal d'un tas de catcheurs et qui viennent de Monsieur Hayabusa. Et aussi par ce personnage légendaire qu'il a laissé au monde du catch, évidemment, qui a traversé les générations, jusqu'en 2025, où Zero One a ressuscité ce personnage pour faire vivre encore et toujours la légende d'Hayabusa. Voilà, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que j'ai réussi à vous transmettre cet amour d'Hayabusa. Je voulais faire cette vidéo pour lui rendre hommage, évidemment, 10 ans pile après sa mort. Si je fais bien mon travail, cette vidéo sort le 3 mars 2026. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, likez, partagez, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!